Donc, je voudrais d'abord remercier tous ceux qui sont à l'écoute ou qui participent à ce webinaire, qui est donc dans une série que nous appelons les rendez-vous du plan bleu. Et nous avons aujourd'hui choisi de le faire sur la Convention de Barcelone et ses protocoles sous l'angle juridique, c'est-à-dire quelles sont les obligations juridiques, les normes qui découlent dans le droit de chaque pays de la Convention de Barcelone, qui est un traité international, et des protocoles, des 7 protocoles additionnels qui sont également des traités internationaux. Pour ce faire, au-delà d'une petite présentation que je vais faire tout de suite après, nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir 2 juristes éminents, qui sont d'abord le professeur de droit public Jean-Christophe Martin, qui est un spécialiste de droit international, qui est professeur à l'Université Nice-Côte d'Azur et qui est directeur de l'Institut du droit de la paix et du développement. Et ensuite, nous avons Michel Prieur, qui est également professeur agrégé de droit, qui a été en poste à Strasbourg puis à Limoges, qui est le directeur du CRIDO et qui est un auteur bien connu dans le droit de l'environnement, qui a notamment publié un manuel de droit de l'environnement qui fait référence. Et donc, nous allons nous exprimer tour à tour. Alors, si vous voulez bien, je vais commencer par une petite introduction, simplement pour rappeler dans quel contexte nous nous situons. En 1972 a eu lieu la conférence de Stockholm, qui était la première grande conférence globale internationale sur l'environnement. Il y a eu des conférences sur des sujets particuliers comme les oiseaux migrateurs ou des choses comme ça, mais la première grande conférence internationale sur l'environnement en général était à Stockholm en 1972, donc 20 années avant la conférence de Rio. On se souvient davantage de Rio que de Stockholm. Et un des outputs de la conférence de Stockholm a été le constat qu'il n'y avait pas vraiment d'organisme en charge de l'environnement au sein de l'ONU. Et il en est résulté notamment la création du programme des Nations Unies pour l'environnement, qui est basé à Nairobi, Kenya, avec des antennes à Genève, au Japon, etc. Et une des premières choses qu'a lancé le programme des Nations Unies pour l'environnement, le PNU, a été ce qu'on a appelé le programme des mers régionales. Et le premier programme de mer régionale à avoir été lancé, c'est celui de la Méditerranée. Alors, ces programmes des mers régionales se structurent en général autour d'une convention, qui est donc un traité international qui réunit tous les pays riverains dans un but de coopération, l'idée étant qu'on ne peut pas résoudre un problème de mer régionale pays par pays, puisque si un pays se comporte très bien et, par exemple, effectue 0 rejet en mer et que le pays d'à côté effectue beaucoup de rejets en mer, les efforts du premier pays seront très, très mitigés, voire annihilés. Donc, on a aujourd'hui 18 programmes de mer régionale dans le monde. Certains sont des programmes qui sont situés à l'intérieur du programme des Nations Unies pour l'environnement, d'autres sont des programmes qui sont à l'extérieur du programme des Nations Unies pour l'environnement. Et quant à la Méditerranée, donc ça se structure autour de la Convention de Barcelone, qui prévoit la protection donc de l'environnement marin et du littoral, et qui a été suivi de à peu près 7 protocoles, plus une stratégie méditerranéenne du développement durable. Donc, c'est à ça que je vais venir maintenant, en rappelant d'abord que cette convention de Barcelone a donné lieu à la naissance d'un organisme qui s'appelle le PAM, le Programme d'action pour la Méditerranée, qui est donc composé en fait de plusieurs unités, puisqu'il y a plusieurs centres régionaux qu'on appelle des CAR, centres d'activité régionale. Il y en a donc sur le plan bleu en est un, celui qui est à Marseille. Il y en a un autre à Tunis qui est sur la biodiversité. Il y en a un autre à Split qui est spécialisé sur la gestion intégrée des zones côtières, etc. Et donc, c'est l'ensemble de ces organismes qui forment le programme d'action pour la Méditerranée, dont l'unité centrale, qui joue le rôle de secrétariat exécutif aussi de la Convention, est basée à Athènes. Alors, on va peut-être passer à la slide d'après.
Voilà, donc ce qui est important de comprendre, nos deux amis juristes vont détailler ça beaucoup plus que moi, mais c'est que nous avons affaire à 9 textes, donc la Convention et 7 protocoles, et la Convention et ces 7 protocoles ont tous les 8 la valeur de traités internationaux. Donc c'est une valeur assez élevée, puisque par exemple en France, l'article 55 de la Constitution dit clairement que les traités internationaux ont une valeur juridique supérieure à la loi nationale, et donc par conséquent supérieure au décret, c'est-à-dire à tout le corpus réglementaire. Et puis nous avons un autre texte qui a un statut un petit peu différent, qui est la stratégie méditerranéenne du développement durable, qui, elle, est adoptée par la COP de la Convention de Barcelone, mais qui a une valeur indicative. Elle n'a pas de valeur normative ou prescriptive, même si les États doivent s'efforcer de faire en sorte que leur stratégie nationale du développement durable soit compatible avec la stratégie méditerranéenne du développement durable. Donc voilà, il faut bien avoir en tête que cette différence. Alors, diapo suivante. Donc, voilà les 7 protocoles qui existent. Vous voyez que, alors, ils ont été adoptés peu à peu au fil du temps. Certains d'entre eux ont été modifiés avec des amendements, d'autres ont été complètement réécrits. Par exemple, si je prends l'exemple du protocole qui est cité ici en 4e, c'était au départ un protocole relatif aux aires spécialement protégées uniquement, et il a été réécrit, si ma mémoire est bonne, vers 1999, pour devenir un protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée, c'est-à-dire en fait un protocole sur la biodiversité dans son ensemble, ce qui n'était pas tout à fait le cas au départ. Alors, la situation de ces protocoles, je ne vais pas détailler chacun des protocoles parce que peut-être ça sera fait après, mais vous voyez qu'il y a là-dedans, vous avez, si je ne me trompe pas, à peu près 3 protocoles, 4 protocoles en fait, qui concernent essentiellement le milieu marin. Et puis vous avez des protocoles qui concernent à la fois le milieu marin et la terre. Par exemple, le protocole relatif à la gestion intégrée des zones côtières de la Méditerranée concerne à la fois le littoral terrestre, mais aussi le littoral marin et la bande des 12 000 qui fait partie de la mer territoriale. Ce qui est une grosse différence avec la loi littorale française, qui elle ne concerne que la bande terrestre. Un autre exemple, c'est le protocole relatif à la diversité biologique en Méditerranée, qui concerne à la fois la mer et la terre, puisqu'il prévoit qu'on peut instituer des aires spécialement protégées, et ces aires spécialement protégées peuvent être situées en mer, mais peuvent avoir une prolongation terrestre, et c'est quelquefois assez loin du rivage. Par exemple, le Maroc ou la Croatie ont institué des aires spécialement protégées qui, si je me souviens bien, se prolongent jusqu'à quelque chose comme 30 km à l'intérieur des terres. Donc, ça peut aller assez loin. Et quant au protocole source terrestre, qu'on appelle aussi protocole tellurique, il va très loin puisqu'il englobe tous les bassins hydrauliques versants de la Méditerranée. Donc, si on prend l'exemple de la France, c'est évidemment toute la Corse, c'est évidemment toutes les petites rivières du Languedoc, et c'est tout le bassin du Rhône, c'est-à-dire que ce protocole est encore applicable au nord de Besançon, ce qui fait une empreinte géographique très large, et c'est la même chose pour tous les pays, c'est-à-dire que par exemple tout le bassin du Nil est concerné par ce protocole. Et quant à la stratégie méditerranéenne de développement durable, qui n'est pas mentionnée là parce qu'elle ne fait pas partie des protocoles, elle est évidemment, elle concerne la terre aussi bien que la mer. Alors, un dernier mot sur ces protocoles, mais ça sera probablement précisé ensuite, c'est que les pays, on a donc 21 États riverains partis à la Convention, plus, et au protocole, plus l'Union européenne, ce qui est très important parce que l'Union européenne a une politique qui est assez favorable à la protection de l'environnement, on peut dire, en Méditerranée. Alors, cela étant, les parties n'ont pas toutes ratifié tous les protocoles. Si je prends l'exemple de la France a ratifié 5 protocoles sur 7. L'Union européenne a ratifié 6 protocoles sur 7. Alors, on va
rentrer dans les détails après, mais selon qui a ratifié tel ou tel protocole, les effets juridiques des protocoles sont évidemment différents. Voilà, alors je m'arrête là pour ne pas être trop long et je passe tout de suite la parole au professeur Jean-Christophe Martin, que je remercie beaucoup d'avoir préparé un exposé pour nous et pour cette séance et qui va nous expliquer dans le détail, parce que c'est pas si simple que ça, comment ces protocoles ont une valeur juridique plus ou moins forte à l'intérieur de l'ordre juridique des pays, et notamment de la France, et comment donc les stakeholders, les parties prenantes que vous êtes tous, vous qui êtes à l'écoute, peuvent utiliser ces protocoles dans leur vie professionnelle ou dans leur vie personnelle ou dans leurs actions en faveur de l'environnement et du développement durable. Cher professeur, je vous laisse la parole. Voilà, pardonnez-moi, je n'arrivais plus à activer le son. Je vous prie de m'excuser et je voudrais avant tout remercier le Plan Bleu et son président pour l'invitation à contribuer à ce webinaire sur cette question centrale de la force juridique réelle des dispositions, je dirais, de la Convention de Barcelone, de ces protocoles qui constituent un ensemble juridique robuste. Pardonnez-moi, professeur, j'ai simplement oublié de dire aux interlocuteurs que si certains sont anglophones, ils peuvent entendre ce qu'on dit en anglais en cliquant en bas sur le globe terrestre qui est intitulé Interprétation. Nous avons une traduction simultanée en anglais. Pardon de vous avoir interrompu. Je vous en prie. Donc, reprenez vos mots, hein, Monsieur le Président, en soulignant le caractère juridique robuste de la Convention de Barcelone et du système qu'elle compose avec les protocoles qui la complètent. Je voudrais repartir d'ailleurs d'un article de la Convention de Barcelone intitulé « Législation en matière d'environnement ». Ainsi rédigé, les parties contractantes adoptent les lois et règlements appliquant la Convention et les protocoles. Donc, on le voit d'ores et déjà, la Convention, traité international dont vous avez rappelé la force juridique, prévoit que les États doivent prendre des mesures concrètes, des lois, des règlements pour appliquer tant la Convention que chacun des protocoles qui la lient. Alors, il s'agit d'une obligation générale qui, en vérité, n'est pas complète, n'est pas exprimée de manière complète, puisque dans les protocoles, des obligations d'adopter d'autres types de mesures apparaissent, des mesures administratives, institutionnelles, techniques, voire d'autres natures, y compris des mesures qui ont une portée de suivi, d'évaluation des mesures législatives, réglementaires, administratives qui sont prises. Et je n'oublierai pas, je vais y venir tout à l'heure, des mesures de coopération interétatique. Alors, Monsieur le Président, vous l'avez dit, les 7 protocoles sont des traités internationaux. Donc, en tant que tels, ce sont des véhicules juridiques, des outils juridiques qui sont contraignants. Le droit international contient cette règle dite pacta sunt servanda. Je ne résiste pas au plaisir de vous lire un article de la Convention de Vienne sur le droit des traités qui énonce que tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi. Et cet élément-là, la bonne foi dans la mise en œuvre des engagements conventionnels, me semble particulièrement important. Ces protocoles ont donc un caractère obligatoire pour les parties contractantes, ça a été rappelé, celles qui ont choisi de s'engager en les ratifiant et en y adhérant. Alors, ceci étant dit, cette autorité juridique est en quelque sorte virtuelle, puisque concrètement, il faut se pencher sur les dispositions pour distinguer celles qui ont une vraie nature contraignante, une vraie puissance normative obligatoire, et d'autres qui jouent un autre rôle dans le dispositif normatif. Des normes variées, donc, qui n'ont pas toutes la même portée. Certaines sont ce que nous appelons ce matin des obligations concrètes qui lient pleinement les États. D'autres ont un caractère plus atténué qui relève plutôt du registre de la recommandation. Généralement, afin de
d'identifier et de pouvoir classer dans l'une ou l'autre catégorie, même s'il y a un continuum dans la puissance normative, on s'intéresse à plusieurs critères liés à la formulation des normes elles-mêmes, le temps de conjugaison, le présent de l'indicatif indique généralement une obligation concrète, alors que le conditionnel, lui, va affaiblir la puissance normative, le choix du verbe lui-même, ou l'ajout de formules qui introduisent une grande flexibilité au stade de l'appréciation de la mise en œuvre, s'il y a lieu, le cas échéant. Je vais m'appuyer ce matin sur quelques exemples que je vais piocher dans les différents protocoles, mais voilà, par exemple, le protocole ASB, diversité biologique, chaque partie peut créer des aires spécialement protégées. On le voit, c'est une faculté qui est ouverte. Protocole situation critique, les parties devraient prendre en compte s'il y a lieu la participation des autorités locales, etc. Ou encore, article 17 de ce même protocole, les parties peuvent négocier, développer, maintenir des accords bilatéraux ou multilatéraux. Donc on le voit ici, le choix du vocabulaire est tout à fait révélateur. Comme dans ce protocole offshore, les parties coopèrent le cas échéant pour promouvoir des études. Alors attention, ces normes plus douces tiennent un rôle important dans l'ensemble normatif que constituent les protocoles. Je ne voudrais pas que l'on minore à l'excès leur importance dans ce dispositif. Cependant, c'était la commande pour ce matin. Nous allons nous pencher sur quelques obligations concrètes des protocoles pour illustrer la force juridique, la puissance normative que déploient ces accords internationaux. Je fais une dernière remarque liminaire avant d'entrer dans des exemples concrets pour rappeler que si on parle d'obligations concrètes des protocoles, il ne faut pas oublier que les annexes aux protocoles ont, au terme de la Convention de Barcelone, la même valeur juridique que les protocoles eux-mêmes. C'est-à-dire que qui veut connaître l'ensemble des obligations concrètes qui se rapportent à un protocole doit aussi prendre connaissance des annexes, des normes contenues dans les annexes au protocole. En outre, et cela mérite d'être souligné s'agissant de l'organisation du système de Barcelone, les conférences des parties de certains protocoles adoptent des plans régionaux en décidant de leur donner une portée juridique obligatoire, contraignante. Plusieurs protocoles sont ainsi complétés par des plans régionaux adoptés par les réunions des parties, par les COP. Et le meilleur exemple est sans doute la COP des parties au protocole tellurique, source terrestre. Plans régionaux qui ont été adoptés avec un caractère contraignant, c'est le choix des États, à la fois d'adopter un instrument juridique obligatoire, mais de formuler des normes en leur sein qui elles-mêmes ont un prescrit normatif fort. C'est ainsi que le comité de respect des obligations, dont je pense le professeur Prieur parlera tout à l'heure, a publié une analyse de la nature juridique des principales obligations énoncées dans les plans régionaux adoptés par la COP au protocole tellurique, en affirmant avec force que ces plans régionaux ont une force contraignante, contiennent des obligations contraignantes. Donc voilà une chose importante à rappeler. Ceci étant dit, je voudrais aborder de manière très rapide deux questions ce matin. Première question, quels sont finalement les types d'obligations concrètes que l'on trouve dans les protocoles? Deuxième question, quelle est l'étendue de leur portée, de leur puissance normative, de leur autorité juridique? Alors, recherchons des obligations concrètes dans les protocoles. En vérité, il y en a un très grand nombre. Je dirais des dizaines d'obligations concrètes se trouvent dans les protocoles à la Convention de Barcelone qui définissent à la fois des obligations de comportement, c'est forcé, des obligations de résultat, de réussir à faire quelque chose, et exclusivement des obligations de faire. On est dans le domaine de la protection de l'environnement, donc dans le registre des obligations de faire. Je voudrais vous présenter quelques illustrations en deux temps, en m'intéressant d'une part aux obligations de prendre des mesures individuellement. Chaque État doit prendre dans son ordre juridique, administratif interne des mesures.
et d'autre part, des obligations de coopération entre les parties. Obligations pesant sur les États individuellement, donc là, je procède vraiment par coup de projecteur pour vous montrer qu'à la fois, nous allons trouver des obligations de comportement plus ou moins robustes, des obligations de résultat. Exemple, protocole situation critique, article 10, mesures opérationnelles. Vous le voyez au choix du vocabulaire, toute partie confrontée à un événement de pollution doit faire les évaluations nécessaires concernant la nature, l'importance, les conséquences de l'événement de pollution, doit prendre toutes les mesures susceptibles de prévenir, réduire et dans toute la mesure possible d'éliminer les effets de l'événement de pollution. Donc, on le voit ici au choix de la formulation, on est en présence d'une obligation concrète et d'une obligation concrète très forte, qui est notamment alourdi par le choix de formule tel que toutes les mesures susceptibles de. On le voit, donc ici l'obligation est à large spectre et intense, je dirais. Je passe en revue d'autres types d'obligations en prenant par exemple le protocole offshore, son article 11 sur les eaux usées. La partie contractante interdit le rejet dans la zone du protocole des eaux usées provenant d'installations, etc. Donc, on le voit ici, une autre obligation extrêmement précise et complète pour l'État qui doit interdire. Il choisit les moyens pour le faire, mais on est en présence ici d'une obligation de résultat. Il doit interdire le rejet. Protocole immersion, article 4, article 5, là encore, on retrouve une interdiction. Les États doivent interdire l'immersion de déchets. Article 5, l'immersion de déchets est subordonnée à la délivrance préalable par les autorités nationales compétentes d'un permis spécial. Donc ici, des obligations de résultat qui sont claires, qui sont précises. On laisse les moyens au choix de l'État en fonction de son système juridique, administratif, mais en tout cas, il y a bien une obligation très concrète. Et ce registre des obligations relatives à la mise en place d'autorisations, de permis, de réglementations se retrouve dans plusieurs protocoles. Je vous donne ici un autre exemple avec le protocole tellurique et son article 6. Vous voyez, les rejets de sources ponctuelles dans la zone du protocole sont strictement subordonnés à une autorisation ou réglementation de la part des autorités compétentes des parties. Les parties mettent en place des systèmes d'inspection, les parties établissent même un régime de sanctions appropriées. Donc, ici encore, des illustrations d'un prescrit normatif précis, clair et qui révèle bien l'autorité juridique de ces normes. Je formulais ici une dernière illustration avec cet article 12 du protocole tellurique. Les États parties s'engagent à donner pour instruction au navire de faire quelque chose. Et vous le voyez, dernière phrase, cette partie en informera, si elle le juge opportun, toute autre partie intéressée. Donc, on a dans la première phrase une obligation claire. Les États doivent donner une instruction à des destinataires. Seconde phrase, en revanche, pas une obligation d'information, mais une recommandation de le faire, ce qui m'amène d'ailleurs à dire un mot d'obligation de coopération, puisque on trouve aussi dans les protocoles un grand nombre d'obligations qui concernent la coopération entre parties contractantes. Prenons cet exemple de l'article 8 d'abord du protocole situation critique. Les parties s'engagent à coordonner l'utilisation des moyens de communication dont elles disposent. Donc là encore, on a une obligation claire que je pense pouvoir analyser comme une obligation de résultat. Les États doivent se débrouiller comme ils le veulent, mais ils doivent parvenir à un résultat qui est celui de la coordination de l'utilisation de leurs moyens de communication respectifs. On peut faire une distinction avec l'article 12, que je prends en exemple parce que, vous le voyez, il s'agit ici de l'assistance qu'un État peut apporter à un autre qui fait face à un événement de pollution. Et ici, tout État partie peut, s'il a besoin d'une assistance, demander à d'autres États parties de l'appuyer. Et j'ai souligné la dernière phrase de l'article 12 qui énonce « Les parties ainsi sollicitées font tous les efforts possibles pour apporter leur concours ».
On le voit ici, il n'y a pas d'obligation de résultat. On est dans le registre d'une obligation de comportement, mais il y a néanmoins une obligation pour les États de porter un appui à celui qui leur demande cet appui. Voilà d'autres illustrations d'obligations de coopération sur lesquelles je passe assez vite pour essayer de tenir le délai imparti en abordant ma deuxième question qui a déjà été évoquée tout à l'heure. Quelle est l'étendue de la puissance normative, de l'autorité juridique de ces normes? Il me semble important de rappeler 3 éléments ce matin. Premier élément, on est ici dans le cadre de traités internationaux et les obligations contenues dans ces traités doivent être mises en œuvre par les États parties qui s'engagent à cela les uns à l'égard des autres. Il y a une réelle dimension internationale évidente et cela m'amène à préciser que ces obligations ne sont pas suspendues. Ainsi, théoriquement, un État partie pourrait invoquer une violation par un autre État partie de dispositions des protocoles dès lors qu'il a un intérêt à agir et, ce faisant, mettre en jeu la responsabilité internationale de cet État pour fait internationalement illicite, la violation d'une obligation du protocole. Et je précise ici que la Convention de Barcelone établit d'ailleurs pour tout le système un mécanisme de règlement des différends au sujet de l'interprétation, de l'application, tant de la Convention que de ses protocoles. Un mécanisme d'arbitrage est établi pour trancher ces hypothétiques éventuels différends interétatiques. Illustration fictive, je prends appui sur l'article 9, paragraphe 7 du protocole situation critique et l'article 9.2 de la Convention de Barcelone. On pourrait tout à fait imaginer la situation dans laquelle un État viole l'obligation d'informer immédiatement les autres parties au protocole situation critique d'un événement de pollution qui est susceptible de les affecter. Il y aurait là une violation d'une obligation internationale qui entraînerait potentiellement un dommage pour cet État, lequel pourrait donc invoquer la responsabilité sur la base du protocole de l'État qui n'a pas informé les autres. Deuxième élément ici sur lequel je passe extrêmement vite, puisque je pense que le professeur Prieur parlera de cela, mais un comité du respect des obligations a été établi dans le cadre du système de Barcelone qui repose sur un mécanisme de suivi au travers de rapports remis par les États, compliance reporting. Il peut être aussi saisi par les parties, par le secrétariat, voire examiner des situations à sa propre initiative. Cela m'amène à faire une sorte de petit retour en arrière pour préciser que ce mécanisme-là de rapport est très intéressant et fait l'objet d'obligations spécifiques dans les protocoles qui viennent en quelque sorte encore renforcer l'autorité normative de certaines dispositions. Prenons cet exemple du protocole situation critique. Article 4, les parties informent tous les 2 ans le CAR des mesures prises en application du présent article sur les plans d'urgence et les moyens visant à prévenir et combattre les événements de pollution. Autre exemple avec l'article 16. Vous le voyez, il y a une obligation d'information de la mise en œuvre spécifique de certaines normes du traité, ce qui vient bien confirmer la force juridique de ces dispositions. Très vite, il me semble inévitable de souligner, c'est le deuxième point de mon deuxième volet, que certaines obligations internationales des protocoles revêtent même une qualité particulière qui va dépasser la simple logique interétatique. Elles peuvent, ces normes-là, en raison de leur objet, mais aussi de leur contenu, produire des effets dans l'ordre juridique interne des États de manière directe. Et la conséquence de cette qualité normative est qu'elles revêtent un effet direct et ainsi vont être invocables directement par des particuliers devant les autorités publiques nationales et, si nécessaire, devant le juge interne.
c'est ce que l'on appelle l'effet direct des dispositions d'un traité international. Alors, il faut qu'un certain nombre de conditions soient réunies. Je parlais d'objets, je parlais de contenu, mais il me semble crucial, pour aller à l'essentiel, de rappeler que la Cour de justice des communautés européennes, qui avait été interrogée par la Cour de cassation française au sujet de l'invocabilité en France de dispositions du protocole tellurique, a répondu clairement à cette question dans un arrêt de juillet 2004, en précisant que les dispositions en cause consacrent dans des termes clairs, précis et inconditionnels l'obligation pour les États membres de subordonner les rejets, etc. En conséquence, ces dispositions ayant un effet direct, toute personne intéressée a le droit de s'en prévaloir devant les juridictions nationales. Et cette solution, qui est ici tirée de la jurisprudence de la Cour européenne de justice, est largement valable dans les ordres juridiques internes pour les traités internationaux, bien que cette question de l'effet qu'un traité produit dans l'ordre juridique d'un État partie est largement réglée par cet ordre juridique. Dernier point pour terminer, l'Union européenne, cela a été rappelé par le président Sainteny, est partie à la Convention de Barcelone et à la plupart de ses protocoles, ce qui signifie que tous ces instruments conventionnels font partie du droit de l'Union européenne dans la limite de la compétence de l'Union. Par conséquent, les obligations des protocoles lient les États membres de l'Union riverains de la Méditerranée en tant que droit de l'Union européenne, et cela même pour des États membres qui ne les auraient pas ratifiés, pour des dispositions, je le répète, qui entrent dans la compétence de l'Union. J'ai relevé 2 exemples, le protocole offshore. 6 États membres de l'Union européenne ne l'ont pas ratifié. Pourtant, l'Union européenne y a adhéré. Donc, les dispositions de ce protocole qui relèvent de la compétence de l'Union sont obligatoires pour ces États membres, au titre du droit de l'Union. Autre exemple, la Grèce, s'agissant du protocole sur les aires spécialement protégées de 95, la version 95, qu'elle n'a pas ratifiée alors que l'Union européenne y a adhéré. Mais d'autre part, et cela est extrêmement intéressant aussi en termes de puissance juridique, ces dispositions relèvent des mécanismes juridiques très poussés de suivi de la mise en œuvre qui caractérisent le droit de l'Union européenne. Et là encore, je rappellerai que la Commission européenne a mis en demeure la France de respecter les obligations du protocole tellurique, puis a saisi la Cour de justice contre la France dans le cadre d'un recours en manquement. L'affaire est assez connue, c'est un arrêt qui porte également sur l'étang de Berre, rendu en octobre 2004, et dans lequel la Cour de justice conclut que la France, en ne prenant pas les mesures appropriées pour prévenir, réduire et combattre la pollution massive et prolongée de l'étang de Berre, et en omettant de tenir dûment compte des prescriptions de l'annexe 3 du protocole, je renvoie à ce que je disais tout à l'heure, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de la Convention et du protocole tellurique. Alors là, il me semblait intéressant, je vais passer très vite, mais on pourra y revenir dans les questions éventuellement, de comparer l'argumentation qui avait été faite par la Commission, qui voyait dans l'article 6, paragraphe 1 du protocole, une obligation de résultat, quand la France y voyait une obligation de moyens. Sans trancher cela, la Cour de justice avait conclu qu'il s'agit dans tous les cas d'une obligation particulièrement stricte, et je ne résiste pas au plaisir de vous lire cette phrase soulignée, cette rigueur répond à la nature de l'instrument destiné notamment à éviter la pollution due à la carence des pouvoirs publics. Donc vous voyez ici le juge de l'Union qui donne toute sa force à une disposition, à une obligation concrète du protocole. Alors on n'a pas de jurisprudence beaucoup plus récente à invoquer. J'ai relevé une saisine en 2021 de la Cour de justice de l'Union à nouveau, mais l'affaire a été écartée parce que le recours est jugé irrecevable. Ce que je crois important de dire pour terminer, c'est que cette absence de jurisprudence ne tient vraisemblablement pas à une faiblesse juridique, un défaut de puissance juridique des obligations du système Barcelone. À mon avis, c'est sans doute plutôt lié à une question de connaissance, de reconnaissance de ce système. À cet égard, celui qui se contenterait de lire les déclarations ministérielles adoptées dans le cadre des COP n'aurait pas une vision complète. Il ne faut pas perdre de vue que ces déclarations politiques s'appuient sur des engagements juridiques précis
Et je crois que cela a été évoqué par Guillaume Sainteny tout à l'heure, c'est bien parce que ces protocoles contiennent des obligations importantes, rigoureuses, qu'ils ne sont pas ratifiés systématiquement, immédiatement, par les 21 États parties contractantes, par l'Union européenne. Et j'ai ici affiché quelques exemples. Protocole offshore, seulement 8 parties contractantes. Protocole déchets dangereux, 7 parties contractantes. Protocole immersion, amendement de 95 accepté par 15 parties, mais 20 ans plus tard, toujours pas entré en vigueur. Donc, c'est là aussi un paramètre majeur pour apprécier la portée normative des obligations des protocoles. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, professeur. Alors, je vais peut-être souligner 2-3 points dans ce que vous avez dit qui me paraissent particulièrement importants et très concrets. D'abord, de rappeler que les annexes ont la même valeur juridique que le texte des protocoles. C'est très important parce que si on prend des exemples concrets, je prends l'exemple du protocole biodiversité, par exemple, qui est suivi de plusieurs annexes. Il y a une annexe 2 qui fixe une liste de 157 espèces, si ma mémoire est bonne, qui doivent être protégées à l'échelle de la Méditerranée. Et donc, c'est une obligation de protection de ces espèces dans le droit national de chacun des États. Et donc, il serait possible aux parties intéressées de vérifier que les États dans lesquels elles résident ou dont elles ont la nationalité protègent bien dans leur droit interne ces 157 espèces. C'est une liste d'ailleurs qui peut évoluer, hein, parce que de temps en temps, on peut rajouter des espèces dont on pense qu'elles méritent d'être protégées à l'échelle méditerranéenne. Et il est probable que dans certains pays, certaines de ces 157 espèces ne sont pas protégées. Deuxième chose que je voulais souligner, la décision de la Cour de justice de l'Union européenne en 2004, il y en a en fait deux, puisqu'il y a eu une condamnation de la France et ensuite une condamnation d'EDF sur cette affaire de l'Étang-Berg qui est très connue. Et donc, ça veut dire que les sanctions vis-à-vis du non-respect de la Convention de Barcelone et de ses protocoles sont beaucoup plus importantes pour les pays méditerranéens membres de l'Union européenne que pour ceux qui ne le sont pas. Donc, pour des pays méditerranéens membres de l'Union européenne, les sanctions peuvent être extrêmement importantes puisque c'est le même type de sanctions que peut mettre en œuvre la CJUE que pour une absence de respect du droit européen. Et comme la France a déjà été condamnée une fois en 2004, elle peut tout à fait l'être sur le non-respect d'un autre protocole ou du même protocole à l'occasion d'une autre affaire. Et simplement pour terminer là ce commentaire, je crois que le point majeur, comme vous l'avez dit, c'est la faible connaissance de ces textes par les acteurs, puisqu'il y a peu de contentieux et donc ils sont peu utilisés tant pour l'application que pour éventuellement, lorsqu'il y a une action contentieuse, on utilise beaucoup le droit français ou le droit européen, mais assez peu ce droit-là. Je merci beaucoup à nouveau et je passe tout de suite la parole au professeur Michel Prieur pour l'exposé qu'il a bien voulu préparer et ensuite nous ouvrirons les questions. Merci beaucoup, Président Sainteny. Bonjour à tous et à toutes. Merci de m'associer à ce rendez-vous du Plan Bleu. Je vais donc parler plus spécialement d'un des 7 protocoles, le dernier en date, celui qui concerne la gestion intégrée des zones côtières, qui a été signé à Madrid en 2008 et qui est en vigueur depuis 2011. Jusqu'à ce jour, il a fait l'objet de 13 ratifications, dont celle de l'Union européenne, sur 22 parties, ce qui veut dire qu'il y a 9 États qui n'ont pas encore ratifié le protocole sur la gestion intégrée des zones côtières. Alors l'idée de gestion intégrée des zones côtières est assez révolutionnaire en quelque sorte, et elle trouve son origine dans la conférence de Rio de 1992 avec le chapitre 17 de l'agenda 21 qui traite à la fois du droit de la mer et du droit des zones côtières et qui incite les États à cet effet à mettre en place ce qu'on a appelé la gestion intégrée dans le cadre du développement durable. Et la Convention de Barcelone a de ce fait été modifiée en 1995 pour intégrer les apports de Rio 1992 et notamment pour intégrer la prise en compte du littoral qui ne faisait pas partie
de l'objet de la Convention de Barcelone auparavant. Et de ce fait, le titre même de la Convention de Barcelone a été modifié en 1995 en ajoutant à son titre le mot littoral, alors qu'auparavant, on ne parlait que de pollution de la mer Méditerranée. Et modifié en 1995, le nouvel article 4 de la Convention impose aux États de s'engager à promouvoir la gestion intégrée du littoral. Et cet engagement pris en 1995 va aboutir seulement en 2008 avec le protocole de Madrid. Et il faut dire que la Convention de Barcelone est la première au monde à avoir élaboré un protocole spécifique sur la gestion intégrée des zones côtières et que c'est devenu depuis lors un modèle universel puisque en 2017, la Convention d'Abidjan sur l'Afrique de l'Ouest a élaboré aussi un protocole de gestion intégrée des zones côtières et la Convention de Nairobi pour l'océan Indien en 2021 a aussi élaboré un protocole de gestion intégrée des zones côtières, une espèce de copier-coller sur le modèle de la Convention de Barcelone. Alors, je vais aborder successivement 4 points, rappeler ce que c'est que la gestion intégrée, préciser l'espace couvert par la gestion intégrée, déterminer les obligations qui en résultent et enfin terminer en mentionnant quelques difficultés que rencontre la gestion intégrée. Alors, la gestion intégrée, elle est définie à l'article 2 du protocole de Madrid. Et on peut dire qu'il y a 5 formes d'intégration. L'intégration territoriale, c'est l'interdépendance entre la terre et la mer, avec au milieu la zone côtière, la ligne de côte. L'intégration institutionnelle, c'est la coordination entre les autorités publiques chargées de la zone côtière, avec intégration horizontale entre les différentes administrations qui peuvent être en charge de la zone côtière et intégration verticale entre le niveau national et le niveau régional et le niveau local. Troisième intégration, l'intégration des planifications et des stratégies. Il faut que les plans applicables à la mer et à la zone côtière fassent une intégration de leurs dispositions. Et c'est une question très difficile à mettre en œuvre. Intégration des décisions. Il faut que les décisions prises par les États au niveau central et au niveau local fassent l'objet d'une sorte de codécision et l'instrument le meilleur pour assurer cette intégration décisionnelle, c'est l'étude d'impact sur l'environnement. Enfin, quatrième forme d'intégration, l'intégration frontalière, c'est la coopération frontalière pour la gestion des zones côtières. Et à chacune de ces formes d'intégration correspond des obligations précises que l'on retrouve dans le protocole. Deuxième point, l'espace couvert. C'est en mer les 12 000, la mer territoriale, et à terre les entités côtières compétentes, c'est-à-dire pour la France et beaucoup de pays, les municipalités de la zone côtière. Ceci correspond pour les 46 000 kilomètres de côte de la Méditerranée à 234 entités administratives, si tous les États avaient ratifié le protocole zone côtière. En droit, le protocole a prévu une certaine flexibilité en permettant aux États d'aller plus loin ou moins loin que la mer territoriale et que les entités côtières. Mais en pratique, aucun État qui est ratifié n'a profité de cette flexibilité. Ils ont tous appliqué la mer territoriale et les municipalités côtières. Troisième point, les obligations imposées.
Ici, le protocole est une sorte de mode d'emploi de la gestion intégrée en indiquant ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, les obligations de faire et à contrario, les obligations de ne pas faire. Et je vais citer quelques-unes de ces obligations imposées. C'est d'abord, au titre de l'intégration institutionnelle, l'obligation d'assurer une coordination institutionnelle appropriée avec des comités nationaux, régionaux et locaux qui doivent être composés par les parties prenantes de la gestion intégrée. Deuxième obligation, la zone inconstructible. Sur 100 mètres à partir le long du rivage, les États doivent flexibilité prévue par le protocole, mais aucun État n'a eu recours à cette flexibilité. Et par conséquent, s'il y a des constructions dans les zones de 100 mètres, obligatoirement, il faut démolir ces constructions et c'est le rôle des tribunaux nationaux d'imposer la démolition de constructions illégales dans la zone des 100 mètres. Autre exemple, l'accès libre et gratuit à la mer le long du littoral, et ceci avec les mécanismes de servitude, de passage qui sont imposés pour permettre ce droit d'accès libre et gratuit. Autre obligation, intégrer dans le domaine public maritime la gestion intégrée des zones côtières. Il faut que chaque système national de domaine public maritime intègre les obligations figurant dans le protocole. Autre exemple, la limite ou l'interdiction des véhicules dans les espaces naturels fragiles, y compris les plages et les dunes. Pour ça, il faut des dispositions locales prises notamment par les collectivités locales ou par des réglementations nationales. Il faut que les activités économiques sur les zones côtières protègent les écosystèmes et les paysages, et par conséquent, ceci veut dire que chaque autorisation donnée à une installation industrielle doit intégrer les obligations sur les écosystèmes et les paysages. Autre exemple, en dehors des espaces protégés, des aires protégées, toutes les zones humides, toutes les zones boisées, toutes les dunes se voient imposer les obligations prévues par le protocole. Il faut aussi que les plans, les stratégies nationales, les programmes élaborent des documents qui prennent en compte les mesures prévues par le protocole. Enfin, il faut que les États mettent en place une politique foncière particulière pour préserver le littoral en adoptant des instruments appropriés. Et là, c'est le verbe indicatif. Comme l'a indiqué le professeur Martin, quand il y a le verbe indicatif, c'est une obligation immédiate. Et là, il est dit que les États adoptent, c'est le présent de l'indicatif, adoptent des mesures de politique foncière. C'est ainsi qu'en France, par exemple, il y a le conservatoire de l'espace littoral qui permet ainsi de mettre en place une politique foncière appropriée dans la zone littorale. Et donc, l'ensemble de ces obligations permettent de garantir le respect de la gestion intégrée et l'ensemble de ces obligations doivent être élaborées, évidemment, en respectant le droit à l'information, la participation du public, l'accès à la justice, qui sont des obligations qui s'imposent non seulement pour élaborer toutes les mesures qu'on vient de voir, et donc en amont,
élaborer ces mesures, mais aussi pour mettre en œuvre ces mesures, c'est-à-dire lors des décisions réglementaires ou des décisions individuelles qui sont prises par chacun des États. Enfin, pour terminer, quels sont les obstacles, car il y en a évidemment, pour respecter toutes ces obligations de faire ou de ne pas faire, et pour rendre le protocole effectif? Il y a des outils au niveau international prévus par la Convention. C'est les rapports nationaux, c'est le comité de respect des obligations qu'a évoqué le professeur Martin, devant lequel les États, mais surtout les ONG et même les individus peuvent faire des réclamations devant ce comité lorsqu'ils constatent qu'un État n'a pas appliqué une de ses obligations. Et malheureusement, il y a encore peu d'ONG qui ont eu recours à ce comité de respect des obligations. Et c'est la conférence des parties et ses recommandations qui vont permettre le suivi de ces mesures obligatoires. Les obstacles majeurs, en fait, ne viennent pas de Barcelone. Les obstacles majeurs viennent surtout des États, viennent surtout des administrations, viennent surtout des ONG qui ne savent pas utiliser les mécanismes juridiques obligatoires qui sont à leur disposition. Et par conséquent, je vais énumérer rapidement quelques-uns de ces obstacles majeurs. Le premier, en réalité, n'est pas du tout juridique. Le premier, il est socio-politique. C'est le fait que la Convention de Barcelone et le protocole zone côtière, malheureusement, est méconnu. Et méconnu faute d'information, faute de communication, faute d'éducation suffisante, aussi bien par les administrations nationales, par les administrations locales, les élus qui n'utilisent pas la Convention de Barcelone, les milieux économiques et la société civile. Et un droit qui est ignoré est un droit qui n'est pas appliqué. Et le protocole et la Convention de Barcelone sont ignorés et de ce fait, ils ne sont pas appliqués. Deuxième obstacle, la difficulté de faire une intégration verticale des stratégies et des plans. Il y a en effet toute une série de stratégies et de plans, depuis la stratégie méditerranéenne de développement durable, en passant par le cadre régional sur la zone côtière, les stratégies nationales, les plans nationaux, les problèmes locaux. Il y a une espèce de hiérarchie juridique et politique entre tous ces plans et ces stratégies. Et il s'agit évidemment d'articuler le contenu de ces documents pour qu'ils soient effectivement appliqués. Et ils ne sont pas suffisamment articulés entre eux. Troisième élément, la prise en compte pour la zone côtière des effets du changement climatique, les effets de l'érosion, les effets de l'élévation du niveau de la mer. Le protocole a prévu spécialement cette situation du changement climatique. Mais est-ce que les États ont véritablement appliqué dans leur droit sur le changement climatique les obligations du protocole sur l'érosion et sur les catastrophes? Insuffisance des accompagnements financiers et fiscaux. Est-ce que les États ont prévu dans leur budget une ligne budgétaire sur la gestion intégrée des zones côtières? Sans ligne budgétaire, il n'y aura pas application du protocole. Est-ce que les États ont prévu des incitations fiscales pour permettre aux particuliers de consacrer leur terrain aux écosystèmes et de bénéficier ainsi d'exonérations fiscales sur la contribution foncière? Enfin, la pression urbanistique, l'intégration des règles du protocole dans le droit de l'urbanisme est lui aussi insuffisant. Et s'il n'y a pas intégration du protocole dans le droit de l'urbanisme,
il n'y aura pas gestion intégrée des zones côtières qui, pour l'essentiel, est menacée par la pression urbanistique dans la zone côtière. Conclusion, le protocole insiste à 4 reprises sur la capacité de charge, carry capacity. C'est là l'idée qu'il y a des limites au-delà desquelles l'équilibre fragile du littoral est menacé. Et donc, il faut introduire des seuils d'occupation de l'espace. Et comment connaître ces seuils d'occupation de l'espace? C'est par la capacité de charge, et ce sont les scientifiques qui vont nous donner des indicateurs scientifiques qui permettent de mesurer ces capacités de charge. Et par conséquent, au sein des études d'impact, la capacité de charge doit figurer comme un indicateur permettant d'évaluer l'impact d'une activité autorisée, si elle respecte ou non cette capacité de charge. Et je fais un appel ici aux scientifiques pour développer les indicateurs scientifiques de capacité de charge. Mais il y a un deuxième outil indispensable pour le bon respect de la Convention de Barcelone. C'est au-delà des indicateurs scientifiques d'introduire des indicateurs juridiques pour mesurer l'effectivité de l'application de la Convention et de ses protocoles, pour apprécier au niveau juridique quelles sont effectivement l'ensemble des mesures mises en place. Et pour ça, la COP de Barcelone, en 2019, dans une de ses recommandations, a préconisé des indicateurs juridiques. Il s'agit maintenant aux États de les mettre en place. Le Plan bleu a publié dans son site le résultat d'un travail qui a été fait avec le Centre international de droit comparé de l'environnement en 2021 en France, en Turquie et en Tunisie pour tester les indicateurs juridiques, et maintenant il s'agit de les généraliser. Merci. Merci beaucoup au professeur Prieur. Moi, je voudrais souligner quelques éléments très concrets dans ce qu'il a dit. D'abord, le fait que tous les plans et programmes et projets en Méditerranée, que ce soit sur la bande littorale terrestre ou la bande littorale marine, doivent respecter le protocole gestion intégrée des zones côtières. On peut prendre par exemple l'exemple en France des documents stratégiques de façade, qui sont très importants et qui doivent absolument les respecter, mais aussi les SRADET. Les SRADET des régions doivent respecter pour la partie littorale ce protocole et doivent le prendre en charge. Un autre exemple, les parcs naturels régionaux littoraux, il y en a plusieurs en France, doivent en théorie respecter ce protocole et ils peuvent très bien le mentionner dans leur charte, de même que d'autres protocoles d'ailleurs. Et il y a un article qui, de mémoire, est l'article 20 du protocole gestion intégrée des zones côtières qui incite les États à mettre en place des servitudes de conservation sur le littoral. Alors, certains pays n'ont pas établi ce mécanisme juridique, mais la France l'a fait dans la loi de 2016 sur la biodiversité avec le mécanisme des ORE, les obligations réelles environnementales. Or, on constate qu'il, sur le littoral méditerranéen français, il existe une seule ORE. Donc, il y a certainement un mécanisme, qui existe là, et il y a certainement une marge pour le mettre en œuvre davantage. En tout cas, le protocole y incite. Alors, il y aurait encore énormément de choses à dire, mais vous voyez déjà qu'il y a beaucoup de choses concrètes, et on aurait pu en citer beaucoup d'autres, qui peuvent être mis en œuvre par les acteurs, que ce soit les services déconcentrés des administrations de l'État, les collectivités territoriales, les acteurs de terrain, les gestionnaires de parcs et d'autres espaces protégés. Mais peut-être je vais laisser la parole maintenant à toutes les personnes qui nous ont écoutés pour voir s'il y a des questions, soit générales, soit sur des cas concrets qui se posent à vous dans tel ou tel point, en fonction de vos activités et de vos spécialités. Je crois que c'est Pauline Simon qui va nous dire quelles sont les questions qui ont été posées.
Alors, pour le moment, il n'y a pas de questions. Si vous souhaitez poser une question, vous pouvez le faire dans le chat ou lever la main puisque nous sommes 60 participants. Bon, je suis sûr qu'il y a des questions en fonction des situations dans lesquelles les personnes se trouvent. Je ne sais pas, moi je vois la liste des noms, mais je ne sais pas à quelle structure ils appartiennent. Donc, je suppose qu'en fonction de leur structure, ah voilà, je vois déjà 2 mains qui se lèvent. On a une question de Niagara Poulain. Quel type de sanctions la France a eu concernant l'étang de Berre? Alors, peut-être le professeur Martin peut répondre à ça. Alors, les sanctions, ça a été l'obligation de mettre en œuvre des dispositions conformes aux exigences du protocole de sources terrestres, simplement. Donc, c'est une affaire qui a été… Alors, il y a eu 2 arrêts en parallèle, vous l'avez compris, hein, une sur saisine de la Cour de cassation qui a posé une question juridique préjudicielle à la Cour de justice, mais l'affaire dont on parle et l'autre affaire étant de Berre, c'est un recours en manquement introduit par la Commission européenne dans le but de contraindre la France, l'administration française et ses pouvoirs publics à prendre des mesures conformes au protocole tellurique s'agissant des autorisations données à l'usine EDF de Saint-Chamas. C'était une affaire qui avait trait au déversement d'eau douce qui était utilisée pour la production hydroélectrique dans l'étang de Berre, qui est un étang d'eau saumâtre, et qui changeait la composition du milieu marin, ce qui avait un impact écologique majeur. Donc la France a dû modifier son système d'autorisation en tenant compte des exigences du protocole. Oui, je précise pour que c'est le syndicat des pêcheurs de l'étang de Berre, puisque c'est un endroit assez poissonneux, qui avait fait plusieurs recours en droit français devant des juridictions françaises, et tous ces recours n'avaient pas abouti. Et donc, finalement, il y a eu la saisine par la Cour de cassation et par la Commission. Et alors, l'affaire n'est pas réglée pour autant parce qu'il y a d'autres problèmes qui se posent sur cet étang. C'est un problème assez compliqué. Mais ce qui est très intéressant aussi, le professeur Martin l'a rappelé tout à l'heure, c'est qu'à cette occasion-là, la France s'est défendue en disant « nous avons ratifié uniquement la première version du protocole et le requérant invoque la seconde version, nous ne l'avons pas encore ratifiée, donc ça ne s'applique pas à nous ». Et la Cour a dit, à partir du moment où l'Europe l'a, elle, intégré dans son droit, c'est du droit européen, et que la France l'ait ratifié ou pas, ça s'applique bien à elle. Donc, ça a été aussi une forme de sanction de considérer que même si on n'avait pas ratifié un protocole, à partir du moment où il était dans le droit européen, il devait s'appliquer à la France. Merci à tous. Nous avons une deuxième question. Y a-t-il des incitations pour promouvoir les pays à adhérer davantage au protocole? Une question de Zined Zelmine Burak. Peut-être Michel veut répondre à ça, parce qu'il a été dans plusieurs organes liés à la Convention de Barcelone pendant plusieurs années. Alors, il n'y a pas évidemment d'obligation. La souveraineté des États fait que chaque État est libre d'adhérer ou de ne pas adhérer à un traité ou un protocole. Mais il se trouve que l'ensemble de ce qu'on appelle justement le système de Barcelone, qui est l'ensemble de la Convention plus les 7 protocoles, se réunit régulièrement lors des conférences de parties et qu'à cette occasion, tous les États, y compris les États qui n'ont pas tout ratifié et qui n'ont pas encore ratifié certains des protocoles, sont bien présents à ces conférences des parties parce que tous les États, les 22, les 21 plus l'Union européenne, ont bien ratifié l'ensemble, donc ils sont tous présents aux conférences des parties. Et par conséquent, sont tous présents, même ceux qui n'ont pas ratifié, et donc ils assistent et ils participent et ils discutent aux rapports qui sont présentés, aux résolutions qu'ils votent même parfois par rapport à des décisions ou des protocoles qu'ils n'ont pas ratifiés. Donc il y a un peu une situation étrange, puisqu'ils peuvent juridiquement participer à des discussions,
qui sont relatives à des protocoles auxquels ils n'ont pas encore adhéré. Ça montre une certaine souplesse, en réalité diplomatique, sinon juridique, une certaine souplesse du mécanisme qui fait que le système de Barcelone est une grande famille qui réunit 21 États plus l'Union européenne, et tout le monde y participe dans les conférences des parties. Et tout le monde profite, en quelque sorte, des rapports scientifiques très nombreux qui sont présentés et qui sont à la disposition de tous les États. Même ceux qui n'ont pas ratifié le protocole zone côtière reçoivent les documents relatifs au protocole zone côtière, reçoivent les résolutions relatives au protocole zone côtière, reçoivent les plans, les stratégies relatives au protocole zone côtière. Donc, ils bénéficient de facto de l'ensemble des informations scientifiques et pratiques qu'ils peuvent appliquer même s'ils n'ont pas ratifié. Par exemple, je donnerai un exemple, le Maroc n'a pas, l'Algérie n'a pas encore ratifié le protocole zone côtière, mais l'Algérie a déjà une loi sur le littoral, l'Algérie déjà applique la plupart des dispositions sur le protocole zone côtière. Donc, il est déjà en quelque sorte en conformité de facto avec le protocole zone côtière. Il reste qu'une formalité juridique, la ratification par les autorités algériennes. Oui, simplement peut-être pour ajouter un point complémentaire, dans le cas des pays qui n'ont pas ratifié certains protocoles, je crois qu'il faut distinguer au moins deux cas. Il y a les cas où certains pays ne souhaitent pas ratifier certains protocoles pour des raisons de fond par rapport à leur politique interne et nationale. Dans ces cas-là, on ne peut pas faire grand-chose jusqu'à ce qu'il y ait un changement de position du pays. Il y a d'autres cas où les pays ne sont pas contre la ratification des protocoles, mais où simplement ils ne l'ont pas encore fait parce que souvent la ratification est un processus assez long, assez compliqué. Il faut faire une étude d'impact par rapport aux droits existants. Il faut passer par le Parlement. Et ça peut prendre plusieurs années. Et il y a souvent un embouteillage dans la mesure où il y a pas mal de textes internationaux à ratifier. Et quelquefois, les États peuvent considérer que tel ou tel texte est plus urgent que tel autre. Donc, ça peut prendre plusieurs années. Je prends un exemple. On a eu au mois de janvier, je crois, la ratification du protocole gestion intégrée des zones côtières par la Tunisie, qui était en marche depuis plusieurs années, mais simplement, ça prenait beaucoup de temps. Donc, il y a constamment des pays qui ratifient de nouveaux protocoles à leur vitesse de fonctionnement, qui est variable selon les procédures de ratification, qui elles-mêmes sont variables selon les pays. Alors, j'ajouterai simplement, si vous permettez, par rapport aux États de l'Union européenne, comme il a été souligné par le professeur Martin, que certains États de l'Union européenne n'ont pas ratifié certains protocoles qui sont ratifiés par l'Union européenne, et donc de ce fait, ils font partie néanmoins du droit de l'Union européenne et ils s'appliquent de ce fait à ces États. Je signerai comme exemple par rapport au protocole sur la gestion intégrée des zones côtières, qui n'a pas été ratifié par exemple, l'Italie et la Grèce, alors que l'Italie et la Grèce font partie de l'Union européenne. Et ont un linéaire côtier très important. Très important. Oui. Merci. On a plusieurs questions donc, sur les obligations des pays de ratifier ces protocoles. Donc, vous y avez répondu, je ne poserai pas ces questions. Mais on a une question sur la zone ECA de Alice Thébault qui demande, qui précise, le protocole Prévention and Emergency et le REMPEC ont encadré les discussions sur la zone CECA, qui relève donc maintenant de l'IMO. Si certains pays ne ratifient pas MARPOL, annexe 6, le protocole Prévention and Emergency de la Convention de Barcelone peut-il intégrer les mêmes dispositions contraignantes que celles de l'IMO? Donc, c'est quand même une question très précise. Martin, vous souhaitez répondre? Je peux essayer, mais je ne sais pas si je suis le mieux placé pour cela. Si je comprends la question, il s'agit de savoir si le protocole situation critique peut intégrer les mêmes normes que celles de l'Organisation maritime internationale dans ce domaine-là. C'est là où je ne comprends pas pleinement la question.
Il s'agirait de savoir donc si, au niveau méditerranéen, on peut contraindre des États partis au protocole, situation critique, à respecter des règles par lesquelles ils ne sont pas liés, puisqu'ils n'ont pas ratifié l'annexe 6 de Marpol. Je réfléchis à la manière dont cela pourrait se passer. C'est une question probablement d'annexe, d'adoption d'annexe. Oui, c'est l'annexe 6. Il y a certains pays qui n'ont pas encore ratifié l'annexe 6 de Marpol. Et donc, la question, c'est s'ils ne ratifient pas ça, ce qu'ils peuvent ratifier d'ici mai 2025 et la date d'entrée en vigueur. S'ils ne ratifient pas, est-ce que ce droit-là peut être intégré dans le protocole pour ces pays-là? Ce que j'imagine, c'est que ça peut être intégré par le protocole, mais par le biais de droit qui va être produit par la COP de ce protocole. Oui. Je ne vois pas d'autre rapport de système qui permettrait une intégration automatique, a priori. Le plus logique, ce serait que ces pays-là ratifient cette annexe. Je pense qu'on est dans le cas que je viens de citer tout à l'heure pour les protocoles, c'est qu'il y a des pays qui n'ont pas ratifié cette annexe simplement par négligence ou parce qu'ils avaient d'autres priorités. Au jour d'aujourd'hui, on n'a pas connaissance de pays qui s'opposent frontalement à la ratification de cette annexe. Donc, on va voir si ça survient ou pas dans les 2 ans qui restent avant que ça rentre en application. Merci beaucoup pour vos réponses. Il nous reste 10 minutes avant de conclure, donc je vais poser encore 2 ou 3 questions. Nous avons une question qui parle des outils. Donc, parmi la capacité de charge qui figure parmi les obstacles qui entravent l'exécution des protocoles, est-ce qu'on prévoit des outils et mesures pour résoudre ces problèmes? Donc, bon, là c'est assez simple. On peut faire une réponse assez simple. En effet, cette notion de capacité de charge qu'on trouve dans plusieurs textes, il n'y a pas que dans le protocole de gestion intégrée des zones côtières, mais elle est souvent posée dans le cadre du protocole de gestion intégrée des zones côtières. C'est pas un obstacle juridique, c'est que simplement la notion de capacité de charge est une notion qui existe en écologie scientifique, mais les indicateurs ne sont pas au point. Donc, on ne sait pas très bien dire à partir de quel piétinement, par exemple, une zone humide excède sa capacité de charge, etc. Alors, il y a des choses qu'on sait dire. Par exemple, on sait que pour qu'un stock de poissons ne s'épuise pas, ben, il ne faut pas pêcher plus que son taux de reproduction annuel, etc., etc. Mais c'est ce manque d'outils dont on manque. Donc, il faudrait faire des études qui sont en effet des études scientifiques et non pas juridiques pour pouvoir avoir des indicateurs et fixer des capacités de charge au niveau de ces indicateurs. Merci, M. Saint-Denis. On a une autre question de Jean-Paul Lanly qui demande si le secrétariat de la Convention de Barcelone a-t-il des moyens de suivre efficacement la transposition en droit national des clauses de la Convention et de ses protocoles pour les pays qui les ont ratifiés. Ben oui, il le fait. C'est d'ailleurs, vous pouvez, chacun des auditeurs peut aller sur le site internet du PAM et il y a une rubrique qui est très bien faite sur la Convention de Barcelone et les protocoles, avec des tableaux qui indiquent quels sont les pays, où en sont les différents pays, est-ce qu'ils ont signé et ratifié, est-ce qu'ils ont seulement signé, est-ce qu'ils ont ni signé ni ratifié, y compris les dates auxquelles ils ont signé et auxquelles ils ont ratifié. Donc ça, ce sont des données publiques auxquelles chacun peut accéder. Et chacun peut interroger son pays s'il considère qu'un pays n'a pas ratifié tel protocole et qu'il aurait dû le faire. Merci. Et puis, si vous permettez que j'ajoute quelque chose à ce propos, c'est essentiellement les rapports nationaux que les États ont l'obligation de transmettre au secrétariat et qui font l'objet d'un examen particulier par le comité de respect des obligations qu'on a évoqué tout à l'heure. Et le comité de respect des obligations, en examinant ces rapports nationaux, peut pointer en quelque sorte des éléments qui montrent que dans tel État, telle disposition n'a pas été parfaitement ou intégralement mise en œuvre ou insuffisamment mise en œuvre, et le comité de respect des obligations
fait lui-même un rapport à la suite de cet examen de l'ensemble des rapports nationaux et qui est communiqué à la conférence des parties et qui sont des documents rendus publics au niveau de la conférence des parties. Et donc, à travers cette publicité des rapports du comité de respect des obligations à la conférence des parties, on peut avoir connaissance des appréciations qui sont faites par ce comité sur la mise en œuvre de la Convention et de ses protocoles par chacun des États. Ça, c'est au niveau de l'information qui peut être donnée par le biais du système de Barcelone. Mais il faut ajouter que dans chacun des États, les citoyens et les ONG peuvent s'adresser à leur gouvernement et au nom du droit à l'information et à la participation, chacun des citoyens et des ONG au niveau national peut exiger de son administration, de son ministère des Affaires étrangères et de son ministère chargé de l'environnement, qui lui communique les rapports nationaux que la France, que la Tunisie, que l'Algérie, que le Maroc a envoyés à son gouvernement. Et donc, c'est au nom du droit à l'information que chacun peut obtenir communication des rapports nationaux et voir effectivement ce qui est appliqué et ce qui n'est pas appliqué. Oui, alors j'ajoute peut-être un point parce qu'il y a deux questions là qui concernent la Grèce et le Liban, avec des personnes qui indiquent que ces deux pays n'ont pas ratifié certains protocoles et qui demandent si une ONG peut faire un recours à ce sujet. Alors, oui, la réponse est oui, puisque le comité, le Compliance Committee, peut se saisir de plusieurs moyens, par plusieurs biais, pardon. Une partie peut le saisir pour elle-même, une autre partie, c'est-à-dire un autre pays, peut le saisir pour un autre pays, le secrétariat peut le saisir, mais le comité peut se saisir lui-même, et notamment, ça s'est déjà produit au moins 2 fois, sur la base d'une saisine faite par une ONG. Dans ce cas-là, le comité examine cette saisine et examine si elle est recevable par rapport aux critères et si, à partir de là, il va se saisir ou pas. Bon, il y a un exemple qui est très connu, qui est un exemple qui concerne l'Espagne, un endroit qui s'appelle la Mar Menor, hein, où c'est une ONG qui s'appelle Ecologistas en Acción, une ONG espagnole qui a saisi le Compliance Committee, et donc sa plainte a été examinée par le Compliance Committee. Et il y a une affaire récente qui concerne la France qui est en cours d'instruction par rapport au protocole de gestion intégrée des zones côtières. Voilà, comme elle est en cours d'instruction, on ne peut pas trop en parler pour l'instant, mais donc je pense qu'en effet, ce mécanisme est très mal connu de la société civile, comme le disait tout à l'heure le professeur Michel Prieur, et c'est un peu curieux parce que c'est un mécanisme qui est non juridictionnel, donc il est en quelque sorte gratuit. Il peut être utilisé très facilement, même par des structures qui n'ont pas beaucoup de moyens. Il suffit d'écrire une lettre avec un dossier argumenté. Et l'intérêt de ce genre de mécanisme, c'est que même si le Compliance Committee ne juge que l'affaire est finalement conforme au droit, ça attire quand même l'attention du pays sur le fait qu'il peut y avoir un problème, et donc ça va rendre le pays plus attentif au respect du droit sur le projet en question. Monsieur le Président, il me semble que, en revanche, corrigez-moi si je me trompe, il faut quand même épuiser les voies de recours internes pour que la communication soit recevable, n'est-ce pas? Il me semble avoir vu ça dans les rapports du comité de respect des obligations. Peut-être, j'ai plus ça en tête. C'était le cas, l'analyse a été faite par le comité, s'agissant en tout cas de la communication de l'ONG espagnole. D'accord. Vous avez fait mention. Bon. Ok, j'avais plus ça en tête, peut-être en effet. Important. Oui. Il y a probablement eu plusieurs pays dans lesquels il y a eu des recours. Si je pense à la Grèce ou au Liban, où il y a en effet des problèmes sur le littoral, je suppose qu'il y a eu des recours en droit national, mais je n'en suis pas certain. Merci à tous pour vos réponses. Il nous reste 8 minutes exactement avant
de finir, donc je propose de choisir une dernière question. Il y a 3 questions qui concernent voilà, la différence entre les pays faisant partie de l'Union européenne et les pays hors Union européenne. Peut-être un commentaire sur cette différence-là, s'il y a des directives spécifiques ou des sanctions spécifiques pour les membres de l'Union européenne ou non membres de l'Union européenne qui ne respecteraient pas cette convention. Oui, c'est ce qu'on a essayé de mettre en évidence tout à l'heure pour à la fois démontrer quelle est la force du système juridique de l'Union européenne et par comparaison la logique un peu différente du droit conventionnel ordinaire, si vous voulez. C'est qu'ici, on est en présence de la superposition de 2 mécanismes juridiques s'agissant des États membres de l'Union européenne qui sont à la fois soumis au mécanisme de suivi de la Convention du système de Barcelone, disons, et aux mécanismes juridiques de suivi qui sont beaucoup plus robustes de l'Union européenne. Les autres États partis au système de Barcelone qui ne sont pas membres de l'Union européenne, eux ne relèvent que des mécanismes propres au système de Barcelone qui ont été rappelés ce matin, le mécanisme de règlement des différends, le mécanisme surtout de suivi par le comité de respect des obligations. Voilà, ces États non membres de l'Union européenne mais partis au système ne relèvent que de ces mécanismes-là. Au contraire, et j'ai vu qu'il y avait aussi des questions là-dessus, les États membres de l'Union européenne, eux, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, à la fois sont liés par des obligations qui n'ont pas consenti, qui n'ont pas accepté, du moins directement, immédiatement, en ne s'engageant pas nécessairement par des protocoles dont certaines dispositions vont pourtant les lier en tant que droit européen. Mais là, il y a quand même, ils ont participé à la prise de décision d'engager l'Union européenne dans l'adhésion à ce protocole. Donc, on ne peut pas dire que c'est fait contre le gré de ces États membres. Et surtout, deuxième élément, cela déclenche l'application de tous les mécanismes robustes de suivi du propre droit de l'Union européenne. Donc, mécanisme de suivi par la Commission européenne, qui est ce que l'on appelle la gardienne des traités, c'est-à-dire qui est en charge de s'assurer que tous les États membres respectent le droit de l'Union européenne, y compris donc le droit issu du système de Barcelone pour les normes qui relèvent de la compétence de l'Union européenne, je le répète. Oui, alors j'ajoute peut-être quelque chose là-dessus, parce que ce que vient de dire le professeur se vérifie en pratique, puisque dans le cas, par exemple, de la Mar Menor en Espagne, une des conséquences de la saisine par l'ONG Ecologistas en Acción a été que la Commission européenne a envoyé une mission sur place pour voir ce qui se passait, parce qu'il y avait aussi des protections au titre du droit européen, notamment des zones Natura 2000. Et donc, ça a pour conséquence de mettre en lumière qu'il y a un problème. Et dans le cas français, on est aussi dans un problème de zone humide où il y a aussi des zones Natura 2000. Donc, je suppose que si l'affaire s'amplifie, la Commission européenne enverra également une mission, ce qui contribue aussi à mettre la pression sur l'État pour essayer de résoudre le problème le moins mal possible. Alors, il y a une question quand même à laquelle il me paraît important de répondre, qui fait allusion aux propos de Michel Prieur, qui a cité les parlementaires parmi les publics cibles d'un élan renforcé d'information et de communication. Et la question est, outre les processus de ratification au niveau des parlements nationaux, quelles seraient les actions les plus évidentes ou urgentes que les parlementaires sensibilisés pourraient entreprendre pour une meilleure mise en œuvre du système de la Convention de Barcelone? Alors, je vais laisser Michel Prieur répondre, mais on peut déjà faire une première réponse, c'est que tout parlementaire peut poser une question orale ou une question écrite à son gouvernement pour demander où en est l'application de la Convention de Barcelone dans son pays, ou on peut même avoir une mission parlementaire d'information sur ce sujet. Mais Michel Prieur a peut-être des idées sur le sujet. Non, pas particulièrement, parce que c'est un problème pas tellement juridique, c'est un problème plutôt politique de savoir dans quelle mesure les élus, alors il faut distinguer les élus nationaux qui ont ratifié la Convention de Barcelone et les protocoles, et donc qui, eux, sont directement concernés puisqu'ils ont assumé la responsabilité d'engager juridiquement la France dans la défense de la mer Méditerranée. Et donc,
il serait normal, évidemment, que les élus nationaux soient les plus mobilisés pour le suivi de l'application de la Convention de Barcelone et de ses protocoles, parce que c'est le suivi des décisions qu'ils ont eux-mêmes prises en ratifiant la Convention et ses protocoles. Et il faut faire la différence avec les élus régionaux et locaux qui, eux, n'ont pas participé directement, évidemment, à la décision de ratification, mais qui se trouvent au niveau de la mise en œuvre, de l'exécution, et qui, à ce titre, ont aussi une responsabilité politique et juridique pour être le relais de la décision prise par le Parlement national. Et là, on doit constater, malgré tout, une certaine insuffisance dans de nombreux pays de la part des élus régionaux et locaux pour effectivement utiliser à leur profit, puisque c'était profit de la protection et du développement durable de la région ou de la commune dont ils sont les représentants, pour utiliser l'instrument non seulement du droit national, mais du droit régional de la Convention de Barcelone pour sa mise en œuvre au niveau régional et local. Et là, c'est un travail surtout de communication et d'information, et que l'ensemble des acteurs, ONG, Plan Bleu et autres, doivent articuler pour arriver à ce résultat. Merci Michel pour votre intervention. Je suis vraiment désolée, on doit arrêter la conférence puisqu'elle s'arrête à 11 h. Merci à tous d'avoir participé. Je vous laisse conclure peut-être Guillaume Saint-Denis. Merci. Écoutez, juste un mot puisqu'on est arrivé au terme. Vous aurez normalement le replay sur le site internet, hein, le replay de ces rendez-vous du Plan Bleu, et ça sera envoyé aussi à ceux qui se sont inscrits et qui ont assisté. Voilà, on vous souhaite de prendre une meilleure connaissance de ces protocoles en les lisant. Ils sont accessibles sur Internet, sur le site du Plan Bleu, sur le site du PAM. Et on souhaite que, comme le disait Michel Prieur, ce droit vive, parce que quand un droit existe, il doit vivre, sinon il se perd et il n'est pas appliqué. Donc il faut qu'il vive, et c'est passionnant de faire vivre le droit. Le droit qui vit est beaucoup plus passionnant que le droit qui ne vit pas. Voilà, bonne journée à tous et merci d'avoir été présents. Et merci surtout au professeur Martin et au professeur Prieur d'avoir pris sur leur temps pour faire deux exposés tout à fait didactiques et pédagogiques, y compris pour les non-juristes, ce qui est important. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Au revoir.